tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres. La DTC présente son bilan et ses stratégies. Le voyage musical et littéraire au théâtre Princesse Grace a été suivi de très près par Frédéric Hélion. Retour sur l'Académie Princesse Grace qui ouvre le bal des fameux et toujours très attendu imprévus. Et nous rejoindrons notre invité de la semaine. Il s'agit de Robert Joly, le directeur des services judiciaires. Nous vous en parlions au cours de notre précédente édition. Les représentants des bureaux de l'étranger de la direction du tourisme et des congrès étaient réunis en principauté à l'occasion d'une grande réunion annuelle. Un deuxième volet consacré à cette réunion ce soir. Voyez le reportage de Christine Datomel. Un très bon bilan cette année pour la direction du tourisme et des congrès. À quelques mois de la nouvelle année, des chiffres pour 2019 qui s'avèrent excellents. Une année qui fut marquée aussi par l'ouverture totale de l'Hôtel de Paris, soit 4% de chambres en plus sur le marché hôtelier monégasque. Des prix à la hausse et une nette progression du côté du taux d'occupation. Une très belle année 2019. En tourisme, on va dire, il y a essentiellement deux secteurs. Il y a le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires progresse de 5% en nuitée. Le tourisme de loisirs progresse également. Ce qui est plus vrai, il y a des pays qui ont mieux fonctionné, mieux performé que d'autres. Aujourd'hui, on est à 65% de taux d'occupation. L'objectif, alors pas pour l'année prochaine, un objectif à un peu plus long terme est d'arriver à 70% de taux d'occupation. Et si la stratégie 2020 a été dévoilée aux professionnels du secteur à l'occasion de cette réunion des bureaux de représentation de la principauté à l'étranger, le développement du tourisme durable a également été au cœur des sujets. Vous savez, il y a des nouveaux challenges à relever car le tourisme est en train d'évoluer, notamment au niveau du tourisme d'affaires et les progrès se font sentir. Les mentalités ont beaucoup changé et dans le monde entier, l'écotourisme se développe avec les nouvelles énergies, la gastronomie éco-responsable, etc. Et le milieu des affaires est en train de changer en créant de nouveaux événements et je suis ravi de voir que la principauté de Monaco évolue avec son temps et dans ce sens. Cette année, le tourisme a une fois encore battu son plein en principauté. En somme, Monaco attire toujours autant de visiteurs et les mois à venir seront une nouvelle fois le symbole de la fête et du bien-vivre monégasque. L'actualité de la principauté, vous le savez, se décline aussi sous forme de brèves. Les voici. L'hommage du Brésil à la princesse Grace, le 5e gala de l'association Brazil Monaco Project que préside Luciana Montini, était dédié mardi à la mémoire de la princesse qui aurait fêté cette année le 12 novembre son 90e anniversaire. Des milliers de roses avaient été installées dans l'hôtel de Paris pour l'occasion. 5 des plus grands chefs au monde ont également marqué de leur présence cet hommage en proposant de délicieux mets. Une vente aux enchères a conclu la soirée. Tous les fonds récoltés seront reversés à la Princess Grace Foundation. Une très belle consécration pour le Louis XV. Le restaurant monégasque d'Alain Ducasse vient d'être désigné chef-d'œuvre de l'année par le Goemio 2020. Il s'agit d'une toute nouvelle distinction qui met en lumière le travail de toutes les équipes du Louis XV, des brigades en cuisine jusqu'en salle. Le restaurant décroche également 5 toques d'or, une nouvelle distinction, là encore, du Goemio, qui est attribuée définitivement et non temporairement. Ils organiseront le 15 novembre leur grand gala annuel à l'hôtel de Paris à 20h. Les anges gardiens poursuivent sans relâche leurs efforts pour aider les personnes dans le besoin. Soutenus par de nombreux restaurateurs de Monaco, chaque lundi, ils organisent des distributions alimentaires ou de biens de grande nécessité à Nice. La princesse Camilla Bourbon des Deux-Siciles était à leur côté lundi dernier. Un rappel d'ordre pratique enfin, le retrait des invitations pour les spectacles de la fête nationale se poursuit ce jeudi 7 novembre de 9h à 16h à la mairie, sur présentation de la carte d'identité, de la carte de résident ou du livret de famille. Une place est octroyée par carte. Vous pouvez retrouver tout le programme des spectacles proposés sur le site internet de la mairie.
Direction à présent le théâtre Princesse Grace qui proposait une soirée de la Fondation Prince Pierre, de la pianiste monégasque Chani Di Luca et du comédien Charles Berling. Autour du spectacle Artistes engagés, artistes en exil, lecture avec piano. Frédéric Hélion vous en dit plus dans ce reportage. Et chanter au loin l'espérance nue. Un vrai dialogue entre musique et mots, la force de textes d'auteurs comme Albert Camus ou Victor Hugo, qui ont connu l'exil ou les monstruosités de la guerre, accompagnés et sublimés par la musique de compositeurs comme Beethoven ou Bartók. Mardi soir, la pianiste monégasque Chani Di Luca et Charles Berling étaient sur scène au théâtre Princesse Grace pour Artistes engagés, artistes en exil, lecture avec piano. Un spectacle engagé pour montrer à quel point l'art peut sauver et transformer la souffrance en beauté. Pour moi, c'est une grande émotion de revenir à Monaco avec ce projet très engagé de la part de Charles et moi. Il y a des moments où il n'y aura que de la musique, avec par exemple l'aria des variations Goldberg de Bach comme une sorte de prière. Et puis il peut y avoir aussi une musique de Fazil C, lui qui est musique actuelle sous Erdogan, avec des textes de Nazim Hikmet qui était prisonnier, donc qui a écrit pendant cette dictature en Turquie à l'époque. Et donc il y a une résonance entre finalement l'émotion de la musique, l'invisible de la musique, et puis ces mots qui vont surgir. Donc je pense que ça décuple le message. Pour nous, c'est très important d'éveiller les consciences, de ne pas être passif face à ce monde complexe et toujours dans la lutte des libertés, de l'égalité. Et je crois que ces grands textes qui résonnent avec la grande musique donnent une force encore plus profonde. Beethoven disait « On ne peut pas séparer l'artiste du citoyen », une phrase qui résume l'esprit de ce spectacle, un spectacle en collaboration avec la Fondation Prince Pierre de Monaco. Bien sûr, nous connaissions très bien Chani Di Luca, mais également Charles Berling, qui fait partie de notre conseil d'administration. Et ce spectacle allie à la fois le texte, la littérature et la musique. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à la Fondation Prince Pierre de s'associer à cette programmation qui met à la fois en valeur et la littérature et la musique, qui sont deux domaines que la Fondation honore et récompense par ses prix. Chani Di Luca est une virtuose du piano, un talent récompensé par ses pairs. Elle vient d'être signée par Warner en tant qu'artiste exclusive et rejoint des artistes comme Maria Callas ou Luciano Pavarotti. Quand le chat n'est pas là, les petits radancent. Alors que les ballets de Monte-Carlo se produisent en Italie, à Turin précisément, plusieurs élèves de l'Académie Princesse Grace en ont profité pour monter sur scène afin de proposer leurs travaux au public. Il s'agissait là du premier numéro des imprévus de la saison. Alexandra Pani. La classe, le pas de deux, les variations et même leur propre composition. Les élèves de l'Académie Princesse Grace présentaient lors de ces premiers imprévus de la saison leur travail effectué depuis la rentrée scolaire avec leurs professeurs, un échantillon de leur quotidien de vie de jeunes danseurs. C'est toujours très proche de la rentrée, alors il n'y a pas énormément de possibilités qu'on a. C'est pour ça qu'on choisit toujours de montrer la classe qu'ils font, les classes de classiques, de répertoire. Cette année, on n'a pas vraiment fait une classe de contemporain, on a fait plutôt une composition. John McLaughlin, il m'a donné une musique à lui de 6 minutes. Alors on a demandé aux élèves de la deuxième année de créer une composition sur cette musique qu'on va voir ce soir. Et, j'ai voulu aussi finir avec un morceau de la Bayadère. C'est quelque chose de très, très ambitieux, mais c'est quelque chose que je voudrais faire pour le mois de juin. Et voilà, on va voir un petit peu le début du travail, on va voir en fait le vrai travail. Les imprévus sont l'occasion pour le grand public de découvrir le travail des professeurs au sein de l'académie, mais également de réviser ses classiques et le vocabulaire propre à cette discipline, comme par exemple les termes composition, pas de deux ou encore variation, qui est en fait un extrait d'une pièce phare du répertoire classique.
Chaque année, une quarantaine d'élèves suit cette formation à l'Académie Princesse Grace. Rentrés très jeunes, c'est une partie importante de leur vie qui se déroule ici pour ces jeunes danseurs venus du monde entier. Mackenzie Brown est l'une des diplômées de cette saison 2019-2020. Je me sens un peu nostalgique parce que c'est mon 4e année, c'est une grande partie de ma vie. Donc je suis un peu triste mais très excitée. Et justement, quels sont les rendez-vous pour cette année qui s'annonce pour toi? Donc ce soir, c'est un petit spectacle pour montrer au public le travail de l'académie. Et après, je fais l'audition dans le Royal Ballet de Londres et le ballet de Stuttgart. Et après, je danse le pas de deux de Jean-Christophe Maillot, Roméo et Juliette, avec Marco Masciari. Une année bien chargée pour ces danseurs en devenir, former l'élite de la danse de demain, c'est l'ambition du directeur artistique de l'Académie, offrir un cocon familial protecteur pour ces jeunes élèves, en même temps qu'une formation de haut niveau qui leur ouvrira les portes des plus grandes compagnies. Depuis son arrivée il y a 10 ans, chaque élève diplômé a obtenu un contrat professionnel à la sortie de l'école. On a attendu plus ou moins 10 ans, ça c'est la fin de ma 10e année qui vient de s'achever. Pendant 10 ans, on est resté beaucoup ici. Je n'ai pas voulu vraiment extérioriser les élèves. On a gagné des concours naturellement comme le prix de Lausanne qui a donné un peu de publicité et a montré au monde ce qu'on fait ici. Ça, c'est la première année en fait que j'ai décidé ils ont été invités dans un festival au Mexique et j'ai décidé de montrer un petit peu leur travail. On a fait des variations classiques, une petite composition. Mais ce qui était beau, c'est de voir comment le travail de l'Académie est reconnu aussi dans d'autres pays devant des directeurs des écoles internationales qui reconnaissent ce qu'on fait ici. Et voilà, qui nous rend fiers de l'investissement qu'on a eu depuis 10 ans. Grâce, discipline et passion animent ces jeunes danseurs. Prochain rendez-vous important pour eux, les examens de fin d'année du mois de décembre. Le public pourra les retrouver à la salle Garnier pour le traditionnel gala de fin d'année au mois de juin. Je vous en parlais au tout début de cette édition. Il est temps à présent de rejoindre notre invité de la semaine. Il s'agit du nouveau directeur des services judiciaires de la Principauté. Bonjour et merci de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Nous allons donc démarrer cet entretien. Vous êtes notre invité de la semaine. Alors toute première question, est-ce que vous êtes heureux d'avoir été nommé en Principauté? Je crois que si on n'était pas heureux d'être nommé en Principauté, ce ne serait pas normal. Donc non seulement je suis heureux, mais en plus avec une envie aussi de travailler ici pour la Principauté, d'apporter aussi l'expérience que j'ai pu acquérir au cours de mon parcours professionnel et de mettre au service de la Principauté cette expérience que j'ai acquise. Voilà. Donc je suis plein d'enthousiasme et plein d'optimisme sur ces nouvelles fonctions. Afin d'en savoir un peu plus sur vous, justement, quelles ont été les grandes étapes qui ont rythmé ce parcours professionnel dont vous nous parliez à l'instant? Alors j'ai été toujours, bien entendu, magistrat du ministère public. J'ai été procureur de la République à 2 reprises, à Nîmes, à Nanterre, parquet de Nanterre. J'ai été procureur général en dernier lieu à Aix-en-Provence. J'étais le voisin de Monaco. Et puis, au-delà de ça, au-delà de l'activité purement juridictionnelle et de magistrat, j'ai eu 2 autres phases plus importantes et plus spécifiques. J'ai été directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice français, donc avant d'être procureur général à Aix-en-Provence. Et j'ai été également aussi conseiller du Premier ministre Lionel Jospin sur les questions de justice durant de 97 à 2001, durant les 4 années et demie de son mandat. Voilà. Et par ailleurs, évidemment, j'ai toujours, comme je le disais tout à l'heure, été au parquet, notamment au parquet de Marseille, où j'étais en charge dans mes jeunes années de la délinquance organisée et professionnelle, donc toutes les questions de trafic de stupéfiants. C'était encore l'époque où il y avait les laboratoires de transformation de morphine base en héroïne qui sévissaient dans la région
provençal avec quelques laboratoires qui avaient été démantelés. Voilà. Donc c'était, et à cette occasion d'ailleurs, j'avais été amené à travailler, et ça avait été pour moi un grand moment, avec le juge Giovanni Falcone, avec lequel nous avions un dossier commun de ce qu'on appelait à l'époque la Pizza Connection, qui pour les observateurs de la délinquance et de la criminalité organisée rappelle des souvenirs, qui a donné lieu donc à des interpellations simultanées en Italie, aux États-Unis et à Marseille, avec donc notamment Giovanni Falcone comme principal partenaire, j'allais dire, de ce dossier. Voilà. Cette envie de justice, cette envie de faire ce métier, ont fait très tôt partie de vous? Je n'imagine pas que j'aurais pu faire autre chose. D'accord. Voilà, pour être très simple. C'est vrai que j'ai toujours été, y compris dans mes jeunes années d'études, avec cette idée de faire quelque chose qui soit dans la justice. Et puis magistrat, ça m'est venu très rapidement. Voilà, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais enfin voilà, c'est vrai que ça a toujours été. J'ai conduit mes études ensuite avec cet objectif-là de devenir magistrat. L'occasion de vous rencontrer aujourd'hui me permet aussi de vous poser cette question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les grandes missions d'un directeur des services judiciaires en principauté? Alors je découvre quelles sont les grandes missions, je les découvre, mais je découvre surtout qu'elles sont très, très vastes, riches et diversifiées. Alors il y a les missions classiques que l'on peut imaginer, qui est celle de veiller donc, au bon fonctionnement, à la bonne organisation de la justice, d'une manière générale, mais au-delà de ça, il y a toute une série aussi de missions qui sont importantes, qui ont des dimensions parfois internationales. Je vois par exemple, à peine j'arrive, il y a tout un dossier sur l'évaluation qui est faite par le Greco de Monaco, qui va donner lieu à une assemblée début décembre à laquelle je participerai. Il y a également aussi toute une dimension extrêmement importante sur l'état civil. J'ai découvert aussi qu'il y avait ces questions-là d'état civil, de nationalité, de naturalisation. Alors ça, je le fais avec, pour l'instant, en observateur, je regarde tout ça, mais c'est un champ aussi qui est important, qui est vaste. Et puis il y a également aussi, alors là c'est très particulier puisque ça je ne l'ai pas connu jusqu'alors, y compris dans mes postes de responsabilité au niveau central, une relation très directe avec le souverain, puisque la justice est rendue au nom du prince et le directeur des services judiciaires est quelque part le délégataire du prince pour faire en sorte que la justice fonctionne dans les meilleures conditions à Monaco, en son nom et pour lui. Hein. Voilà, donc il y a cette singularité monégasque que je découvre et qui certainement mérite d'être particulièrement découverte et explorée. Et vous avez, me semble-t-il, justement rencontré le prince Albert II il y a peu? Tout à fait, je l'ai rencontré déjà à 2 reprises. D'abord avant d'être installé pour un entretien qu'il m'avait accordé avant de donner son choix définitif. Et puis à l'occasion, bien entendu, de la prestation de serment, puisque tout commence par une prestation de serment qui se fait dans son bureau de façon très, très, très intime, très limitée, mais qui est un moment évidemment fort et très symbolique. Et puis évidemment, j'aurai l'occasion, et déjà j'ai des rendez-vous qui sont fixés, l'occasion évidemment de m'entretenir avec lui et de lui rendre compte de la fonction, du fonctionnement de la justice et puis des différents sujets que je suis amené à traiter. Et qui seront, j'imagine, nombreux. Qui seront, j'imagine, nombreux. Oui, d'ores et déjà, j'ai quand même pas mal de sujets un agenda bien rempli à évoquer. Voilà, très bien, tout à fait. Merci beaucoup pour cet entretien et j'allais vous dire très bonne suite d'installation en principauté. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Voilà donc pour cet entretien réalisé avec le nouveau directeur des services judiciaires. Place à présent à vos prévisions météo.
Demain jeudi, quelques passages nuageux sont prévus. Le temps se couvrira progressivement au fil de la journée. Vendredi, un temps très nuageux avec de la pluie et des températures comprises entre 8 et 12 degrés. Samedi, retour du soleil pour une journée qui sera très agréable. Dimanche, le gris sera de nouveau de mise avec la présence de beaucoup de nuages dans le ciel. Enfin, lundi et plus généralement, tout le début de semaine prochaine sera bien ensoleillé. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci encore et toujours pour votre fidélité. La suite de votre programme sur Monaco Info, c'est tout de suite après le générique. À très bientôt.